Bonsoir. Ce livre est assurément un des grands succès de l'édition de l'après-guerre. Il a été vendu rien qu'en France à plus de 800 000 exemplaires et l'on connaît au moins 18 éditions étrangères. Son titre, vous l'avez vu, Le Grand Cirque, son auteur Pierre Klosterman. De quoi s'agit-il? Eh bien, c'est un journal de guerre tenu par un jeune pilote français engagé dans les forces aériennes françaises libres et qui compte dans cet ouvrage ses aventures, on peut le dire, pendant ces années de guerre. Il y a dans ce livre un passage que je vais me permettre de vous lire, car il situe admirablement ce qu'a été la guerre pour les pilotes de chasse. La guerre, écrit Pierre Klosterman, pour nous, ce n'était pas la course désespérée, baïonnette au canon, de milliers d'êtres humains suant de peur, se poussant mutuellement et se soutenant dans le massacre anonyme et forcé. Pour nous, c'était l'acte volontaire, individuel, prévu, scientifique du sacrifice. C'était l'aiguillon atroce de la peur qu'il faut, seul, briser quotidiennement dans la chair. C'était la volonté que l'on sent partir en nausée amère et qu'il faut garder reformée. Il fallait le faire une fois, 10 fois, 100 fois, 300 fois, se retremper après chaque mission dans une vie normale et saine, atroce régime de douche écossaise. Retrouver au saut de l'avion des gens comme nous, en chair et en os, qui circulent, qui aiment, vont au cinéma, boivent dans des bars tranquilles, écoutent la radio en fumant une pipe, en lisant un livre, et qui ne doutent pas de vivre encore demain. Nous allons parler de tout cela, bien sûr, après que vous ayez vu et que nous ayons vu ensemble ce film qui a été tiré de l'ouvrage de Pierre Klosterman, qui s'appelle aussi Le Grand Cirque, après quoi, eh bien, nous commencerons une discussion avec des hommes qui ont tous été des acteurs de cette dernière guerre. Je vous présente tout d'abord l'auteur de l'ouvrage, c'est Pierre Klosterman. Je pense qu'il est inutile de vous dire qui il est. Je rappellerai simplement qu'il est dans le palmarès des chasseurs franco-britanniques, le 3e pour le nombre des victoires obtenues en combat aérien. À ma gauche, le groupe Captain Peter Townsend, ou si vous préférez le colonel Townsend, pour employer une appellation française, qui a été un des grands pilotes de la Royal Air Force et un des héros de la bataille d'Angleterre. Le général Henri de Bordas, qui est le seul de nos invités qui soit toujours en activité, puisqu'il commande la 4e région aérienne. Le général de Bordas a été lui aussi un des anciens du groupe de chasse Alsace, après avoir passé par le groupe Île-de-France. Le général Jacques Andrieux, du cadre de réserve, a commandé, lui, le groupe Alsace, et il est aussi l'auteur d'un ouvrage intitulé Le ciel et l'enfer, où il a compté également ses souvenirs de guerre. Monsieur Henri Matet est un des anciens pilotes du groupe Alsace, et vous le voyez, il a gardé de son passage dans la Royal Air Force de magnifiques moustaches. Le colonel Jacques Soufflet est un des tout premiers pilotes des forces aériennes françaises libres. Il a appartenu au groupe de chasse Alsace avant de passer chez les bombardiers du groupe Lorraine. Enfin, le général Adolphe Galland, et vous le savez sans doute, un des grands as de la chasse allemande. C'est un des grands généraux de la Luftwaffe et il a participé, nous en parlerons tout à l'heure, à la bataille d'Angleterre. Voilà, je crois que vous connaissez tout le monde. Il nous reste maintenant à voir ce film, qui est une réplique assez fidèle de l'ouvrage de Pierre Klosterman, après quoi nous nous retrouverons. Et vous pourrez, je vous le rappelle, poser toutes les questions que vous voudrez par l'intermédiaire de SVP à nos invités. Merci, à tout à l'heure. Vous savez, amis téléspectateurs, que dès à présent, vous pouvez, en composant sur votre cadran SVP 1111 ou en le demandant à l'opératrice si vous n'avez pas l'automatique, vous pouvez d'ores et déjà, disais-je, poser toutes les questions que vous voulez à Guy Darbois, qui nous les retransmettra au cours de ce débat. Naturellement, il y a dans ce film un certain nombre de libertés que le réalisateur a prises pour la commodité de son travail, mais je me permettrai de vous rappeler, de souligner en tout cas, pour qu'il n'y ait aucun doute entre nous, que les personnages que vous avez vus vivre devant vous ont existé et que les scènes de guerre, de combat notamment, que vous avez vues, sont des scènes authentiques, dont certaines ont été prises par la caméra qui se trouvait placée sur le Spitfire de Pierre Klosterman, qui est à mon côté. Maintenant, pour que vous compreniez bien qu'il n'y a pas eu de supercherie dans ce film, nous allons vous montrer les véritables pilotes de l'escadrille Alsace, sur une photo qui va apparaître sur votre écran, et je vais demander à Pierre Klosterman de les identifier. Le premier à droite, en regardant cet écran, c'était... Eh bien, le premier à droite, en regardant cet écran, c'est Henri Matet, qui est ici présent. Ensuite, Jean-Claire Scott. Ensuite, moi-même. Le lieutenant Laurent. Bruno. Non, Jacques Remlinger, plutôt. Bruno. Laurent. Le Toubib de l'escadrille.
après, voilà, le Toubib, le capitaine Martel, qui commandait mon escadrille, le commandant Mouchotte, lui-même, le capitaine Boudier qui commandait l'autre escadrille de l'Alsace. Là, ce sont les deux officiers anglais d'intelligence et l'officier mécanicien de l'escadrille. Ensuite, sauf erreur de ma part, il y a... c'est Boudier. Non, Boudier, on l'a passé. Boudier est à la droite de Mouchotte. C'est... Ah, Boubou la pipe. La mémoire... Maillefer. Hein? Maillefer. Non, Maillefer est à côté. Maillefer est à côté. Voilà ceux que l'on voit au premier rang. De tous ces hommes, combien sont encore en vie, à part vous et vous, monsieur Maté? Oh, sur cette photo, il ne reste plus beaucoup. Sur cette photo, Guinamard est mort, a été tué. Bruno s'est tué en accident aérien. Comme capitaine Martel a été tué, Boudier est mort. Oh là là, il en reste plus. Commandant Mouchotte, ouais. Naturellement, le 27 août 1943. Vous écrivez dans votre livre, nous étions tous des gosses, de grands gosses, si j'ai bonne mémoire. Est-ce que cette appréciation est toujours valable pour vous, vu avec le recul du temps? Mais très certainement, parce que la plupart des pilotes des FAFL, enfin quelques exceptions près, étaient tous très jeunes, quoi. Ils avaient tous entre 19 ans et 24 ans, 25 ans, à l'époque. Maintenant, j'aimerais savoir comment, et la question est valable pour vous tous, messieurs, aussi bien pour le général Galland, comment vous êtes devenu chasseur? Est-ce que c'est le hasard du recrutement qui fait qu'on est chasseur, ou bien est-ce qu'il y a une affinité au départ pour la chasse? Qui veut répondre à cette question? Le colonel Townsend, peut-être. Moi, j'ai choisi, quand j'avais 19 ans, j'ai choisi le métier, si vous voulez, de chasseur. J'avais le choix entre pilote de bombardement et pilote de chasse. Il fallait évidemment avoir quelques tendances, si vous voulez, mais j'ai choisi la chasse. Et voilà. Mais pourquoi avez-vous préféré la chasse au bombardement? Parce que j'aimais les petits avions, j'aimais être seul dans le ciel, et j'aimais faire de la voltige, et j'aimais Enfin, j'étais très passionné de l'aviation, et de voler, et dans un grand avion, on ne peut pas avoir ces expériences. Je comprends très bien. Et monsieur Maté, pardon, le lieutenant Maté. Messi. Oui, parce que vous m'avez présenté tout à l'heure comme monsieur Maté, et on aurait pu croire que j'avais fait la guerre comme civil. Or, en fait, non, je ne l'ai pas fait. Vous étiez lieutenant au toujours été civil n'importe comment, même en uniforme, il portait des chaussettes jaunes. J'ai toujours été un peu civil, oui, j'ai fait la guerre en pantalon de flanelle et puis en pullover blanc, ce qui m'a valu d'ailleurs par la suite quelques ennuis. En ce qui me concerne, disons que je suis entré non seulement dans la chasse, mais dans l'aviation, tout à fait par hasard. Je m'étais évadé de France et j'avais traversé l'Espagne sans encombre, ce qui était une chance à l'époque, en évitant de passer par le camp de Miranda, bien connu. Et ensuite, je suis arrivé au Portugal et je me suis embarqué finalement sur un bateau anglais. Sur ce bateau, j'ai rencontré un jeune gamin, c'était un gamin, il avait 18 ans, et tout à l'heure j'en parlais au colonel Soufflet, qui s'appelait Pierre, qui était absolument entiché d'aviation, qui ne pensait qu'à ça, qui allait en Angleterre pour voler. Il m'a baratiné pendant tout ce voyage de bateau qui a duré 18 jours, sur cette aviation, sur le fait qu'il fallait s'engager dans l'aviation, etc. Et finalement, je vous passe les détails, je me suis trouvé avec ce fameux Pierre à m'engager à Russell Square, qui était le quartier général des forces françaises libres. Et Pierre était à côté de moi. Et moi, je ne pensais pas du tout m'engager dans l'aviation, parce que je me disais, dans l'aviation, je vais me retrouver cuistot, je vais me retrouver comme je ne sais quoi, à ne rien faire pendant toute la guerre. Mon idée, c'était de m'engager dans l'armée et immédiatement d'être disponible. Et l'adjudant qui nous demandait à choisir notre arme, on arrive à moi et me dit, et vous, qu'est-ce que vous voulez aller où? Je veux aller dans l'armée de terre. À ce moment-là, Pierre me fiche un grand coup de coude dans les côtelettes. Il me dit, non, tu es fou, ne va pas dans l'armée de terre, viens avec moi dans l'aviation. Alors j'ai dit, bon, écoutez, non, je me suis trompé, j'ai changé d'avis, c'est pas l'armée de terre, c'est l'armée de l'air. À ce moment-là, l'adjudant
évidemment, n'était pas très satisfait. Je crois qu'il a barré sur le livre Armée de terre et il a mis Armée de l'air. C'est comme ça que je me suis retrouvé dans l'aviation. Oui, mais... Donc, tout à fait par hasard. Mais j'imagine que pour pouvoir être chasseur, que ce soit en Angleterre ou en Allemagne, il faut avoir des qualités physiques exceptionnelles. C'est un métier d'athlète, non? Le général Galland va peut-être répondre à cette question. J'étais dans un service de transport et lorsque, en 1933, le réarmement secret commençait, on m'a gentiment invité à passer d'une carrière civile à une carrière militaire. Et ceci ayant été fait, notre formation a commencé avec l'entraînement de base dans l'infanterie et un an après, on nous a rapprochés de nouveau de l'aviation. Et comme nous avions déjà une formation d'aviateur par un cours spécial que nous avions suivi, nous avons pu, après un certain temps, choisir l'arme que nous voulions avoir. Et pour moi, il n'y avait aucun doute, je voulais seulement devenir pilote de chasse. Seulement pilote de chasse, pour la raison suivante, je voulais être responsable pour moi-même dans l'air et je ne voulais pas être responsable pour tout un équipage. Ceci correspond un peu à ma première formation comme aviateur de transport, aviateur de ligne. Néanmoins, il était certain pour moi que si je devais être pilote militaire, je voulais être seulement pilote de chasse. De façon très curieuse, mes premières expériences au cours de la guerre ne m'ont pas présenté dans le rôle du pilote de chasse, mais en Espagne, j'étais pilote de combat, je devais attaquer des cibles au sol, et la même chose m'est arrivée en Pologne d'ailleurs. Et ce n'est que par un truc ensuite que j'ai réussi à passer de l'aviation d'assaut à l'aviation de chasse. Et ceci en prétendant ne plus pouvoir voler dans des machines ouvertes, des avions ouverts, parce que j'avais trop de rhumatisme. Un médecin ami m'a certifié cela et c'est ainsi que j'ai pu revenir à la chasse, mais seulement au moment de la campagne à l'ouest. Merci, bien, j'en reviens à la seconde partie de ma question. Je disais, je ne suis qu'un profane, mais vous êtes mieux qualifié que quiconque pour répondre. Il faut être un athlète pour piloter un Spitfire ou un Messerschmitt, ne fût-ce que par le harnachement que vous aviez avec vous. Je ne pense pas que ce soit exactement le critère de base, si vous voulez, pour un pilote de chasse. Je crois qu'effectivement, n'est pas pilote de chasse qui le veut. Il y a une très grosse sélection qui doit s'opérer à la base. Il y a une sélection d'abord caractérielle, certainement. Il y a un choix qui est à faire dans l'individu, n'est-ce pas? Un choix, parce que d'abord, la base même du choix est le volontariat, certainement. Et le profil même du pilote de chasse, c'est d'être volontaire constamment et ayant une permanence continuelle de cette présence, d'une part. D'autre part, il faut absolument qu'il ait un influx nerveux un peu particulier. Quand je dis un influx nerveux particulier, je veux dire par là qu'il ait continuellement un dynamisme, un équilibre physique et intellectuel qui lui permettent quand même d'aller au bout de sa mission, ce qui n'est pas toujours facile, car comme dans le livre de Pierre Klosterman l'indique, faire la guerre un jour, c'est possible. Le répéter 100 fois, 300 fois, 500 fois, et ceci pendant 2, 3 ans, et 4 ans, et 5 ans, c'est beaucoup plus compliqué. L'équilibre d'un garçon peut très bien se détériorer assez vite dans ce cas-là. Voilà mon avis. Oui, c'est pour ça que je vous dis, et j'affirme ici que la sélection est nécessaire quand on choisit des hommes qui doivent être pilotes de chasse. J'ai noté dans le livre de Pierre Klosterman un passage où il dit qu'en 15 jours, il avait maigri de 8 kilos, c'est bien ça, et que vous marchiez, si j'ose dire, à la benzédrine. Ce débarquement de Normandie, oui. Ce débarquement de Normandie, c'est très dur parce qu'on faisait voler, les gens volaient énormément.
on faisait voler les pilotes énormément. Et la plupart des escadrons qui avaient été conservés pour la Normandie avaient été des escadrons ce que les Anglais appelaient screened, c'est-à-dire des escadrons qui n'avaient pas été envoyés au repos normalement, car c'est des unités très bien constituées, très homogènes, et qui avaient fait un tour d'opération beaucoup plus long que les autres, n'est-ce pas? Ce qui fait que, au moment du débarquement en Normandie, ils ont eu affaire en première ligne à des unités de chasse en particulier qui étaient parfaitement homogènes. L'escadron où j'étais pilote, c'était la 602, mettait en l'air 12 pilotes ayant plus de 1000 missions entre eux, ce qui était quand même, très important. Mais alors la dégringolade est venue évidemment très vite après, ça s'est détérioré très vite. La qualité physique de ces unités s'est détériorée très très vite après les efforts du débarquement. Il est certain qu'avant tout, il doit avoir des qualités professionnelles assez particulières, assez extraordinaires. La première qualité, c'est de pouvoir voler dans toutes les positions, dans toutes les conditions, de pouvoir évidemment naviguer, car il est généralement, il le devient relativement vite leader d'une petite patrouille, et puis ensuite, si Dieu lui prête vie, à ce moment-là, il continue son ascension. Mais il est certain que c'est un homme complet, complet à tout point de vue. Il y a une chose, encore pour le profane que je suis, qui paraît étonnante, c'est que vous ayez pu, aussi bien vous que le général Galland, combattre et rester maître de vos nerfs dans ce fracas continu, du moins je l'imagine, que peut-être la radio et les écouteurs. Est-ce que ça n'est pas terriblement gênant? Ça peut être gênant, mais on a un petit truc là, on peut toujours fermer le volume, n'est-ce pas? Oui. Et puis si on ne veut pas écouter, on ferme tout à fait, n'est-ce pas? Mais j'imagine aussi que les conditions même du combat, c'est toujours le profane qui parle, qui est très bref, car si j'ai bien lu ce qu'a écrit Pierre Klostermann, par exemple, quand vous êtes allé attaquer l'aérodrome de Schwerin, si j'ai bonne mémoire, avec votre impesse, vous étiez 8, et en 35 secondes, 6 de vos camarades étaient au tapis. Mais cela était, naturellement, c'était la FLAC. C'était la DCA qui était très dangereuse. Vous savez, les quadruples de 20 mm tiraient quelque chose comme 3000 coups. 3000 coups minutes. 3000 au but de 20 minutes, quand il y avait une vingtaine de quadruples de flaques, ça faisait beaucoup. Mais le combat aérien, en soi, était très rapide. Et nous n'avions que 10 ou 11 secondes de munitions, de tir. Le combat aérien est, si vous voulez, pour un pilote de chasse, le côté, j'allais dire agréable, c'est pas le mot qu'il faut employer, mais le côté relativement facile, car nous avons été éduqués toute notre vie professionnelle au combat aérien. Mais la chose difficile et dangereuse pour nous, c'était vraiment l'attaque au sol ou l'attaque de bateau, où vraiment vous aviez affaire à la chance et à la malchance. Oui, le général Drieux a fait beaucoup d'attaques de bateau quand il était à la 91, à l'escadrille de la RAF 91, qui s'appelait le Jim Crow. Le Jim Crow, c'est le nid de corbeau, c'est le nid de corbeau de la vigie d'un bateau. C'est l'escadrille de Jim Crow, il était avec Marie d'Or là-bas, et c'était pas drôle du tout comme métier. Alors ça, c'est le mauvais côté professionnel. Vous voyez, le bon côté, c'est le combat aérien. Le combat aérien est relativement simple. Ce sont généralement deux formations qui s'accrochent en l'air. Et généralement, on enclenche le combat qu'à coup sûr, vous voyez. C'est un peu le coup du père François. Vous arrivez sur une formation quand vous avez bien observé l'ennemi, vous lui tombez dessus, vous l'abattez, vous partez. Mais le combat au sol, c'est complètement différent. Il faut y aller, là. Et quand on y va, la densité de la flaque est telle que vous avez très souvent des chances d'y rester. Et sans échappatoire. De toutes les missions que vous aviez effectuées, quelle était celle que vous préférez? La chasse libre, le combat aérien? Comme on dit en anglais, la chasse libre, c'est piece of cake, vous comprenez? Ça, c'est sûr. C'est du gâteau, en français, du gâteau. C'est du gâteau. Parce qu'il y avait des missions, ce que vous appelez les sweeps. Et, les sweeps. Il faudrait peut-être que vous précisiez ce que c'était, les bombardements piqués, les opérations d'escorte de bombardiers avaient l'air de oui, alors plaire en chasse, infiniment moins. Vous avez deux choses différentes. Vous avez ou l'accompagnement des bombardiers,
avec le rendez-vous avec le bombardier, vous restez avec les bombardiers jusqu'à ce que la mission soit terminée, vous ramenez les bombardiers au port. Ceci, c'est pas une mission très agréable, parce qu'il faut rester continuellement avec les bombardiers, surveiller le ciel, leur permettre de faire leur run-up sur le parcours de bombardement, empêcher la chasse ennemie d'intervenir, et de rentrer les bombardiers à la base. Mais la mission agréable, c'était toujours le sweep en chasse libre. C'est l'incursion. Ce sont des formations de chasse qui passent avant les vagues de bombardiers ou après pour récupérer la chasse ennemie, n'est-ce pas, et lui sauter sur le poil et la descendre, n'est-ce pas. Alors ça, oui, c'est amusant, c'est intéressant, parce que avec l'aide des radars au sol, on vous indique la position des formations ennemies, vous les voyez. Et puis à ce moment-là, c'est un jeu qui se passe. On accroche, on n'accroche pas. On accroche des formations qui se laissent accrocher parce que elles se croient en supériorité, si vous voulez. Mais généralement, le combat entre deux grandes formations se passe généralement très mal, parce que dès qu'elles sont imbriquées, dès qu'elles sont accrochées, ça va au tapis assez vite. Est-ce que ces combats entre chasseurs procédaient du même esprit qu'en 14? Je ne sais pas si vous avez vu l'émission de mercredi dernier, où il était question de Lindbergh, oui, suivi, oui. Et où quelqu'un a dit à un moment donné, en 14, les aviateurs se livraient des combats de gladiateurs. Est-ce que c'était encore le cas entre 40 et 45? La différence, c'est que d'abord, le combat de 14 était fait généralement à titre individuel. Le combat de 17, si vous voulez. Le combat de 41-42 et à partir de 42, c'était des combats de formation, de grande formation, n'est-ce pas, qui étaient, si vous voulez, dirigés par radar du sol, que ce soit du côté allemand ou du côté allié. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passait? Il y avait ces formations qui se rencontraient, qui s'observaient, et en fonction d'un certain nombre de critères et en fonction des décisions des leaders, on s'accrochait, on s'accrochait pas. On se regardait la plupart du temps, parce que dès qu'on s'accroche, à ce moment-là, ça fait du mal. Et voilà mon avis là-dessus. Je crois que la différence entre les deux, c'est que d'abord, il y avait un esprit d'équipe extraordinaire qui jouait, et beaucoup plus du côté allié que du côté allemand, où l'individualité était une chose qui avait une valeur certaine. Et le deuxième critère, c'était le radar qui vous indiquait, attention, à 3 heures, vous avez une bande de rigolos qui vont vous tomber sur le poil. Alors à ce moment-là, on prenait quand même certaines précautions. Est-ce que vous partagez cet avis, mon général, sur l'esprit d'individualité qui régnait dans l'armée de l'air allemande, alors que chez les Alliés, c'était plutôt l'esprit d'équipe qui avait cours? Oui, en général, oui. Il faut simplement distinguer entre le côté qui attaque et le côté qui se défend. Le camp attaquant et le camp qui se défend. Les rôles sont évidemment différents. Vous l'avez ressenti dans la bataille d'Angleterre, lorsque vous jouiez le rôle des défenseurs. L'aviation allemande avait alors attaqué avec des bombardiers encore pas tout à fait perfectionnés. Les Américains, lorsqu'ils avaient mis en service les forteresses volantes et des libérateurs, enfin les quadrimoteurs, la guerre aérienne avait vraiment pris un tournant. Ce n'était pas peut-être, comme les Américains l'ont pensé, que ces grands bombardiers, que ces gros avions pouvaient se livrer à des attaques diurnes sans escorte de chasse. Ce n'était pas exact. Les chasseurs d'escorte devaient vraiment frayer la voie. Le défenseur, lui, les défenseurs étaient forcés de combattre ces avions modernes en recherchant des tactiques nouvelles et qui permettaient de percuter ces formations et de les scinder ces formations des bombardiers. Il n'y a aucun doute qu'il s'agissait là d'une tâche nouvelle et qui requérait une discipline tout à fait nouvelle.
quant à l'individualisme des chasseurs, dont on a tellement parlé, eh bien, à partir de ce moment-là, c'était vraiment la fin de l'individualisme. Désormais, ce qu'il fallait, c'était l'assaut en bloc, une précipitation à la distance la plus courte et le tir. Et à partir de là, c'était le plus souvent une question de chance, vraiment de chance, que de savoir si l'on allait sortir vivant ou non d'un tel affrontement. Mais je voudrais encore évoquer un autre élément qui est étroitement lié à la question de la chasse et de cette liberté dont on a fait si hautement l'éloge. Pour ma part, je pense que le chef d'une formation de chasseurs a un rôle toujours plus facile que celui qui est guidé, que celui qui est conduit, car c'est le chef qui a la liberté, c'est le chef qui a la liberté de décision. Il a une foule d'autres tâches, d'autres responsabilités. Mais une fois qu'il a donné ses ordres, et une fois qu'il a pris l'air, que ce soit le chef d'une escadrille, d'une escadre ou d'une formation plus importante, c'est ce chef de formation qui est le seul qui vraiment dispose de la liberté de choix. Vous partagez cet avis du général Galland, général de Bordas? Je suis de l'avis du général Galland, mais je pense qu'il y a quand même un autre aspect qui n'a pas été envisagé, c'est celui du matériel. Je pense que dans le problème de l'individualité des pilotes, de leur discipline, il y a aussi une grande partie du fait que l'on a le meilleur matériel ou pas. Je pense qu'en particulier, à la fin de la guerre, le général Galland connaît particulièrement bien cet épisode, quand vous avez eu les Messerschmitt 262, qui étaient des avions particulièrement brillants. Il était normal que les Allemands aient fait preuve à ce moment-là d'une très grande individualité, puisqu'ils avaient le meilleur matériel de très loin à ce moment-là. Je pense que si on regardait ce qui s'est passé pendant la guerre, depuis 1939 jusqu'en 1945, on retrouverait ce problème de la discipline, l'individualité, en même temps que l'apparition de nouveaux matériels plus perfectionnés que d'autres matériels. Ce n'est qu'une correction, car je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit le général Galland il y a quelques instants. Merci, je vais me tourner vers SVP car je crois que beaucoup de questions vous attendent déjà de la part des téléspectateurs. Guy Darbois, vous avez la parole. Vraiment beaucoup de questions. Il y en a un certain nombre qui concernent des points techniques que nous aborderons tout à l'heure. Mais il faudrait tout d'abord satisfaire la curiosité des téléspectateurs. Est-ce que chacun de nos invités pourrait nous indiquer le nombre de ces victoires homologuées? Bien, je crois que pour le général Galland, c'est 103, c'est bien ça? 104. Pour vous, c'est 33? Oui, mais alors, écoutez, je voudrais peut-être, avec votre permission, dire quelque chose. Voyez-vous, dans le système de la RAF, on peut presque dire que la victoire aérienne était découragée. Aussi extraordinaire que cela puisse paraître, c'est cela. La chasse avait... Je ne parle pas de la bataille de Londres, qui est une chose différente. C'est pas la bataille de Londres, alors là, il fallait abattre de l'avion, à tout prix. Après, il fallait surtout et avant tout protéger les bombardiers. À la minute exacte où la bataille a traversé la Manche, il fallait traverser les bombardiers. Il fallait protéger les bombardiers, car c'était les bombardiers qui comptaient. Eux, ils protestent les bombardiers parce qu'ils nous disent naturellement, on vous servait d'appât, c'est leur réflexion habituelle, mais ce n'était pas exact. Alors, il faut dire une chose, n'est-ce pas? Lorsque l'on parle de score, c'est qu'indiscutablement, les pilotes allemands ont été les meilleurs pilotes de chasse de cette guerre. Je crois qu'il n'y en a pas un d'entre nous qui pourra dire le contraire, n'est-ce pas? C'est une chose absolument indiscutable, et avec aussi une chose très dure, c'est que les pilotes allemands ont dû se battre, car là-bas, les gars, on les faisait voler jusqu'à ce qu'ils meurent.
C'est une des choses ceux qui ont servi dans les forces alliées comme nous, ça nous a toujours beaucoup impressionné de penser à ces pilotes allemands qui en réalité ont commencé à voler de la guerre d'Espagne. Bon, ils ont eu évidemment un repos sur la guerre d'Espagne, mais après la campagne de Pologne, on peut dire commencer la campagne de Pologne, campagne de France, bataille de Londres, tout, campagne de Russie, le débarquement de Normandie, la bataille d'Allemagne, à la fin, les gars, on les a fait voler tous les jours, jusqu'à ce qu'ils meurent. Le système allié était quand même différent. C'était 80 ou 100 missions de chasse pour un chasseur, on l'envoyait au repos. Chez les Américains, c'est 50 missions de chasse, sauf erreur de ma part. On l'envoyait au repos. Et en réalité, si vous voulez, j'oserais presque dire que c'était les moins utiles des pilotes qui remportaient les victoires aériennes. Voyez-vous? Et il faut le... Maintenant, c'est 20 ans après, on peut en parler. Dans le système allié, c'était le bombardier avant tout. Je ne sais pas s'il y en a un qui me démentira. Le colonel Soufflet, qui a été des vôtres avant de passer dans le bombardement, va peut-être préciser ce point. Oui, il est certain que la mission principale de la chasse alliée, à partir de la fin de la bataille d'Angleterre, en tout cas à partir de 1942, la mission principale de la chasse alliée, ça a été de protéger le bombardement, de donner au bombardier le maximum d'efficacité. Tout à l'heure, on parlait d'APA. Moi, j'ai vu 2 ou 3 squadrons de Boston, par exemple, c'est-à-dire 24 ou 36 avions, protégés par 22 squadrons de chasse, c'est-à-dire par 250 avions. Il y avait là une recherche manifeste. On voulait faire lever la chasse allemande, etc., etc. Pour la casser avant le débordement, ça, c'est quand même... Et puis je crois que le système d'homologation des victoires, puisque moi je n'étais pas un chasseur d'origine, et j'ai été un chasseur que par de raccro, si j'ose dire, je crois que le système d'homologation des victoires était également très très sévère dans la Royal Air Force, chez les Alliés. Je ne sais pas s'ils étaient aussi sévères, mais par exemple en France, il y avait quand même en 1939 ou 1940 un système d'homologation qui faisait qu'une patrouille avait descendu un avion. Cet avion, il comptait un peu aux membres de la patrouille, à chacun des membres de la patrouille. La victoire anglaise la victoire britannique était parfaitement individuelle, terriblement contrôlée. Et je crois que les scores là atteints ne sont peut-être pas aussi éloquents que les scores allemands, mais qu'ils ont une très très grande valeur. Et j'en parle d'autant plus volontiers que je ne suis pas de ceux qui ont descendu beaucoup. La preuve irréfutable, c'était le film, naturellement, le film qui était pris sur le... Il y avait le film... Il faut plusieurs choses. Pour homologuer un avion abattu, il faut d'abord le film de caméra. Si le film est mauvais, ce qui arrivait quand même assez souvent, car... Vous savez que la trépidation des armes qui tirent faisait vibrer la caméra d'une manière intense et les films n'étaient pas toujours très bons. On en a vu de bons d'ailleurs ce soir dans le film de Pierre. Mais ça c'est une chose. La deuxième chose c'est le procès-verbal de l'équipier ou du monsieur qui a vu l'avion toucher le sol. Tant que l'avion ne s'est pas écrasé au sol, l'avion n'est pas homologué. Alors pour répondre de façon plus complète à la question qui a été posée par un groupe de téléspectateurs, nous savons que le général Galland a abattu 104 avions, M. Klosterman 33, M. Townsend je ne sais pas. Non, pas beaucoup. Je crois que mon cas est un peu particulier parce que je crois que je sois le seul d'entre nous qui n'ait pratiqué que la chasse défensive. J'admire beaucoup mes amis ici, qui sont très courageux. Moi, je suis resté toujours dans le ciel d'Angleterre pour attendre le général Galland et ses amis. Et protéger un avion de bombardement, moi jamais. Je n'ai jamais protégé. Je n'ai que attaqué les avions de bombardement. Et bien sûr les avions de chasse, parce que notre rôle pendant la bataille d'Angleterre, notre rôle primordial était d'attaquer, de détruire les avions de bombardement ennemis. Mais évidemment, c'était pas aussi simple que ça, parce que le général était là avec ses garçons, avec ses Jagdgeschwader, et ils nous ont provoqué des ennuis extrêmement graves de temps en temps. Mais j'ai été abattu 2 fois, et les 2 fois que j'ai été abattu, c'était par un avion de bombardement.
Ils pouvaient être très dangereux, les avions de bombardement. Mais justement, là, on pourrait préciser ce que disait tout à l'heure Pierre Klosterman. Les Allemands, disiez-vous, étaient les meilleurs. Ah oui, est-ce parce qu'ils avaient le meilleur matériel, ou bien est-ce que parce que les pilotes avaient une autre formation que la vôtre? Ils avaient, oui. Ils avaient une formation, c'est-à-dire qu'ils avaient une expérience terrible. Voyez-vous, je crois que l'on peut dire pratiquement que les pilotes de chasse, la plupart des pilotes de chasse français, les vieux de la vieille, des FA-FL, ont pratiquement détenu la plupart des records du nombre de missions du côté allié. Hein, ça, je crois que... Nous avons certainement, ce que dit Pierre, je reprends, parce que ici, dans cette assemblée, je suis certain que nous totalisons deux ou trois beaucoup plus d'heures de Spitfire que n'importe qui, et ceci me fait reprendre ce qu'a dit tout à l'heure Pierre. Et quand il parlait de repos des pilotes de chasse, je voudrais lui poser une question, car, et à Henri de Bordas également, nous n'avons jamais été envoyés au repos, ni toi, ni moi. Mais parce que nous tirions au flanc. Attention, nous tirions au flanc. D'accord, ceci passé, si tu veux. Nous tirions au flanc, parce que, n'est-ce pas, dans la rafle, il faut dire une chose. Les Français avaient une position tout à fait spéciale. C'est la suite des accords de Gaulle-Churchill, n'est-ce pas? Et ce qui nous permettait toujours de dire, je suis oiseau, voyez mes ailes, je suis souris, vive les rats. C'est-à-dire que nous étions RAF quand il le fallait, et nous étions FAFL quand il le fallait. C'est-à-dire, on finissait un tour d'opération français, il y a un petit peu de ça. Quand même, on s'arrangeait tout de suite avec des copains anglais pour se faire envoyer dans un escadron anglais. On finissait le tour d'opération chez les Anglais. Au lieu d'être envoyé dans une école de tir, on se débrouillait toujours pour retourner dans un escadron français ou se faire filer dans un autre escadron anglais. On se débrouillait quand même un petit peu. Puis en plus, il y avait quand même une chose. Mettons de côté la partie plaisanterie, car dans ce sujet, c'est surtout un fait, c'est que les pilotes français n'étaient pas très nombreux. Et alors, il fallait quand même toujours faire nombre, sans faire de cinéma. Il faut admettre que c'était quand même ça le problème. Quand on pense à un garçon comme Max Gage, par exemple, qui n'était pas un chasseur, mais qui est peut-être le plus grand pilote français de cette guerre et de loin, eh bien Max Gage, on peut dire, a été en opération pratiquement sans arrêt, on peut dire pendant 3 ans. Hein, vraiment, jusqu'à sa mort, la veille de l'armistice. Avant que nous passions à une autre question, à SVP, est-ce que vous voulez, d'une phrase, nous dire pourquoi les Allemands vous étaient supérieurs? Est-ce qu'ils avaient le meilleur matériel? Ils avaient un matériel qui était aussi bon que le nôtre, et dans certains cas, qui était un très bon matériel de combat. C'est un matériel défensif, le matériel britannique était meilleur, c'est le Spitfire. Matériel offensif, le matériel allemand était indiscutablement le meilleur. Car vous voyez, il y a deux sortes de combats aériens, n'est-ce pas? Oui. Ensuite, les pilotes étaient très entraînés. Il n'y avait pas de milieu. Il y avait naturellement... parce qu'il fallait bien remplacer ceux qui mouraient. Donc, ceux-là n'étaient pas très entraînés, mais lorsque l'on tombait, qu'on avait la malchance, d'ailleurs, on revenait rarement pour raconter l'histoire, quand on tombait sur un des cracks de la Luftwaffe, les gens de la Jagdgeschwader 52 ou de la 51 ou des gars comme ça, et les jaunes d'Abbeville, il y avait les jaunes d'Abbeville, il n'y avait plus qu'à les se rhabiller, et très vite. Guy Darbois, vous avez la parole. Oui, et c'est une question peut-être un peu difficile, mais c'est un de nos correspondants parisiens qui téléphone cette question. Il nous dit: en tant que combattant de l'armée de terre, j'ai eu souvent très peur. Les combattants de l'armée de l'air ont-ils éprouvé parfois ce sentiment de peur? Qui veut répondre à cette question? Moi, je voudrais non pas essayer de répondre, mais je voudrais des chiffres et donner des chiffres, car la première question qui a été posée, on a posé la question des victoires. C'est très brillant d'avoir des tas de victoires. Je dois dire que je félicite ici tous mes camarades d'en avoir autant, et ça, vraiment, c'est formidable. Mais aussi, il y a quand même une question qu'on aurait pu complémentaire, qui aurait pu être posée, c'est de savoir combien de fois ces garçons ont été touchés par la flaque. Ah oui. Parce que je suis peut-être un des champions, moi, d'ailleurs. Ah oui. Parce que j'ai été touché 18 fois par la flaque, 3 fois ou 4 fois au tapis, et j'avoue que ça fait mal. Et pour ça fait mal, ça. Alors, la trouille. La trouille, c'est viscéral, ça vous prend là, qu'est-ce que vous voulez? C'est une chose qui est incontrôlable la plupart du temps. Il s'agit de savoir comment la placer. Si on peut la placer avant l'opération, c'est très ennuyeux.
Si on peut la placer après l'opération, à ce moment-là, elle passe toute seule, vous comprenez. C'est une question d'opportunité, je dirais. Comment faire pour maintenant la placer judicieusement? Ça, alors là, je ne sais pas. Mais la trouille, je suis sûr que moi, le premier, on l'a à tous les coups. Gérald Bordas. Je crois que dans cette discussion sur la peur, il est bon de rappeler le passage que vous avez lu au début de cette émission, qui est tiré du Grand Cirque, où Pierre Klosterman, je crois, a très bien résumé les sentiments qui pouvaient animer un pilote de chasse pendant la guerre. Je crois aussi que sur l'aspect de la peur est une chose individuelle qui dépend de la personne, qui dépend du moment, qui dépend aussi de la forme physique. Tout à l'heure, nous avons abordé le problème des garçons qui sont restés en opération pendant la guerre très longtemps. Je crois que la peur aussi se lie à la fatigue. Et je crois qu'il y a un aspect très important dans la fatigue d'un pilote, d'un problème d'influx nerveux, qui fait qu'au bout d'un certain nombre de missions, au bout d'un certain temps, la peur s'accroît chez un individu. Et je crois que les Anglais étaient sages de retirer aussi bien leurs pilotes de bombardement, des unités de bombardement après 30 missions, que les pilotes de chasse à partir d'un certain nombre de missions ou d'un certain temps pour les envoyer pendant quelque temps en repos. Je crois que c'est un phénomène qui était valable. Je ne sais pas comment les Allemands l'ont résolu, car eux avaient un problème. Ils étaient moins nombreux et ils ont certainement eu des difficultés à envoyer leurs pilotes au repos. Mais les Anglais et les Américains, qui à partir de 1942 ont commencé à voir arriver des pilotes en masse, ont pu se permettre d'avoir de nouveaux pilotes. Et je crois qu'à cause de ça, le phénomène de la peur a pu être limité. J'entends sur le plan général. Je crois qu'au-delà de ça, il y a un aspect personnel et que personne ne peut y répondre. Pierre Klosterman a essayé d'y répondre dans son livre. Je crois qu'il a brillamment décrit les sentiments que peut... Si je peux qualifier le problème de la peur, finalement, les médecins et les Américains qui étudient toujours tout de façon extrêmement scientifique ont étudié la peur de façon très sérieuse. Et en Angleterre également, il y a un livre étonnant qui avait été publié qui s'appelait The Anatomy of Courage par un médecin de la RAF, l'anatomie du courage. Et on s'aperçoit que finalement, il y a un phénomène très curieux. Cela commence, c'est un phénomène purement physique. Ça commence par une certaine forme d'appréhension, puis ensuite, on arrive à dominer la peur. La peur existe toujours, car c'est finalement une question d'injection d'adrénaline dans l'organisme. Puis arrive le moment très dangereux où il y a une certaine forme d'euphorie. Et c'était là où tout de suite, dès qu'on sentait cette certaine forme d'euphorie chez le pilote, qui finalement n'avait peur, donnait l'impression de n'avoir peur de rien. Car l'adrénaline est une chose comme la cocaïne ou la morphine, et il avait besoin finalement, tout en le détestant, il avait besoin d'une certaine peur. Puis alors après, ça ne marchait plus. Alors là, les choses allaient mal. Mais d'ailleurs, un homme qui n'a pas peur, en principe, n'est pas courageux. Car il y a une certaine forme d'inconscience, mais j'ai connu des gens extrêmement courageux qui dominaient la peur. L'exemple typique, c'est, je pense, Karl Jacques Remlager, que nous avons tous connu ici. Eh bien, voilà un garçon dont je peux dire qu'il est des plus courageux que j'ai connus. Mais il avait une force physique, et le petit chouïa d'inconscience qui lui permettait d'aller très loin. Nous avons tous eu les frousses bleues. Oui, dans ce milieu de grands chasseurs, je voudrais illustrer ceci en racontant une histoire qui touche un pilote de bombardier. Il y avait au groupe Lorraine, au milieu de 1944, un garçon qui était sergent-chef et qui devait passer sous-lieutenant normalement, qui avait qui avait fait presque un tour complet d'opération. Je crois qu'à l'époque c'était 50 missions, il en avait fait 47. Je n'ai jamais pu lui faire les 3 dernières missions. Il a eu peur à un moment donné, alors il décollait plus, il trouvait tous les prétextes pour s'embourber, pour avoir une moteur qui vibrait, enfin, il décollait mais revenait. À tourner mal au milieu de la Manche. Et je me souviens d'une scène qui a été relativement pénible, puisqu'il était en train, il y avait en cours une proposition pour le nommer sous-lieutenant. Je l'ai fait venir dans mon bureau et je lui dis, mais enfin, vous allez être sous-lieutenant, il reste 3 missions à faire, les conditions ne sont pas spécialement dures à l'heure actuelle, nous n'avons pas, de pertes considérables dans les temps qui passent, et faites ces 3 missions, vous serez sous-lieutenant. Si vous ne voulez pas les faire, eh bien, je prends votre dossier, je le déchire, et il m'a laissé déchirer son dossier. Il n'a pas pu faire les 3. Et c'était un très très bon pilote. Oui.
Est-ce que dans l'armée allemande, vous avez connu ce même problème de la peur? C'est la question que nous posons au général Galland. Absolument. Nous avons connu ce même phénomène de peur, et je pense même que le soldat qui n'a pas peur ne peut pas être courageux, ou alors il est inconscient. Et avec l'inconscience, ça ne va pas non plus. Ce qui est important, ce qui est essentiel, c'est que le chef de la formation, même s'il connaît les dangers, domine son sentiment de peur et conserve son calme, sa discipline et son esprit de décision et les transmette à sa formation. C'est cela qui a une importance décisive. Par ailleurs, je voudrais saisir cette occasion pour remercier beaucoup pour les paroles de M. Klostermann qu'il a dites pour les pilotes allemands. Vous avez exactement touché le point juste. Nous avons, à partir du premier moment, à partir de la bataille d'Angleterre jusqu'en 1945, dans le ciel et pratiquement aussi sur terre, nous avons lutté sans aucune réserve. C'est un principe militaire qu'on ne doit jamais enfreindre si l'on pense encore pouvoir modifier le destin. Mais contre ce principe, on a enfreint ce principe pendant toute la guerre par notre commandement suprême en Allemagne. Merci beaucoup. Guy Darbois, vous avez certainement d'autres questions. Bien sûr. Est-ce que l'on pourrait connaître le pourcentage des pilotes tués pendant cette guerre et par exemple dans les forces aériennes françaises libres? Vous pouvez répondre à cette question? Bien, je crois que nous sommes plusieurs à pouvoir répondre à cette question. Les chiffres sont évidemment, je crois, assez impressionnants. Ce que l'on appelle force aérienne française libre, il faut d'abord préciser, c'est, si vous voulez, les gens à FAFL au matricule 30 000 d'avant novembre 1942. C'est les vrais FAFL. Je crois que personnel navigant sur 560 étant, c'est-à-dire pilote et navigateur, il a dû rester à l'armistice à peu près une cinquantaine, et sur les pilotes, environ 35 à 40. Puis alors après, naturellement, il y a eu la campagne d'Indochine, il y a eu toute cette chose. Puis ceux qui ont été tués en service aérien commandés. Nous devons être aujourd'hui... Combien penses-tu, Jaco, à peu près? Moi, je dirais un chiffre de 35-40. Bon, il a tout cassé. Alors, il y a eu le renfort qui est arrivé après, n'est-ce pas, oui. Après novembre 42. Et sur ces garçons, il en reste encore un certain nombre. Mais là également, il y a une brèche très sérieuse qui a été faite quand même. Et dans la première partie, c'est-à-dire juin 40 à novembre 40, moi j'estime le chiffre aux environs de 40-45 à l'heure actuelle. Jacques Soufflet doit... Je n'ai pas de chiffre en mémoire. Mais je sais par exemple que le groupe Lorraine a perdu 2 fois la totalité de ses effectifs, n'est-ce pas, pendant les 4 années de guerre, ce qui représente évidemment une série. Mais une mission comme le 4 août, combien vous avez perdu d'avions, sur combien d'avions engagés? Il y avait 14 avions engagés et 5 ne sont pas entrés, dont Pierre d'ailleurs, dont parlait. Dont Pierre. Mais il n'était pas tué, enfin il s'était posé en catastrophe, il avait été touché par la flaque. Car en définitive, tout à l'heure vous parliez de peur, nous avons surtout, je crois, les uns et les autres, eu très peur de la flaque. Nous avons eu relativement très peur, pas très peur en combat aérien, parce que d'abord, ça va vite, et puis il faut se défendre. Mais la flaque allemande était d'une puissance par endroits incroyable. Et je me souviens d'un avion sur Gelsenkirchen, comme ça, enfin la vallée heureuse, d'un équipier qui était à ma gauche, qui est rentré avec un Boston et 53 trous d'obus dans l'avion. Ça représentait quand même 7 rafales consécutives au but au moment du bombardement. Bah, là, on avait très peur. Parce que les bombardiers avaient ce drame épouvantable, c'est que pendant toute la période du bombardement, ils ne pouvaient pas
bouger de leur ligne de Il vol. n'y avait pas de ni en viseur, altitude, ni en... permettant de bombarder en virage, ni en action évasive, et par conséquent, il fallait bien aller tout droit, et le navigateur qui ne voyait rien, ou le bombardier criait « steady, steady, steady », alors qu'on avait une folle envie de bouger. Mais la FLAC, attention, il faut bien dire que la DCA, qui finalement n'a pas tellement évolué sur le plan technique, la DCA légère, de 1940 à aujourd'hui, n'oubliez pas que quand même au Vietnam, ils ont collé 1000 chasseurs supersoniques au tapis, avec une DCA qui est techniquement exactement la même que celle que nous affrontions à la fin de la guerre, à quelques traits de petits détails près. Avec un peu plus d'avis à cause des radars. Oui. Ah non, mais la légère, la DCA légère. La DCA légère était des Mais notre ami Henri Maté, c'est pas la DCA qu'il était descendu. C'est par la DCA, effectivement, oui. Le 30 septembre 44, d'ailleurs. D'ailleurs, Jacot est en train de rire parce que il était de cette mission-là et je l'ai vu partir avec ses autres équipiers et moi j'ai été effectivement descendu par la FLAC au-dessus d'Arnhem et je n'ai pas eu le temps de sauter en parachute parce que j'étais trop bas. Et là, vous parliez tout à l'heure de la peur. Eh bien, la peur, tout le monde l'a connue, et moi comme les autres. Mais là, j'ai eu un moment de panique, et la panique, c'était épouvantable. J'ai véritablement paniqué, car mon moteur fumait, je n'étais pas suffisamment haut pour sauter en parachute, et je me suis proprement, heureusement, ratatiné au sol, à quelques 250 km à l'heure, hélissant croix, enfin, avec beaucoup de chance de m'en être sorti. Malheureusement, dans les lignes allemandes. Et quand j'avais été touché, j'ai pensé que je pouvais atteindre les lignes alliées, et en fait, je ne les ai pas atteints, et j'étais donc descendu dans les lignes allemandes, et j'étais fait prisonnier par 2 soldats allemands et un officier qui voulaient absolument trouver les autres. Heureusement que je parle un petit peu allemand, wer sind die anderes. Je dis, ich bin allein, je suis tout seul. Alors, quand un Allemand crie, c'est épouvantable, parce qu'il peut crier fort. Il voulait absolument, à toute force, trouver les autres. Et à ce moment-là, j'ai dit à l'officier, écoutez, allez voir l'avion, vous verrez qu'il y a de la place que pour une personne. Il est effectivement parti voir l'avion, et moi j'étais toujours... avec mon pullover blanc, et, puisque je volais comme ça, au bout des mitraillettes des 2 Allemands, et l'officier est revenu, et à ce moment-là, je m'attendais, je dois le dire, à être froidement abattu, car Arnhem, c'était très dur, Arnhem, c'était un enfer. Et quand on parlait encore tout à l'heure de peur, puisque, d'après ce que j'ai compris, c'est quelqu'un de l'armée de terre qui a posé la question, oui. Eh bien, j'ai eu très peur en l'air. Mais j'ai jamais eu aussi peur en l'air que j'ai eu peur au sol. Car croyez-moi, quand j'ai été emmené, je n'ai pas été donc abattu, ils ont été très gentils avec moi. Quand j'ai été emmené à travers les lignes allemandes, eh bien c'était véritablement un enfer. Ça tombait de partout et je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Et chaque fois que j'entendais un obus siffler, je me jetais par terre, et les 2 Allemands qui étaient avec moi me disaient, je m'en souviens très bien, tant que ça siffle, ça ne risque rien. Et alors il me relevait avec un grand coup de pied dans le bas des reins, pour être poli. Et tant que ça siffle, ça ne risque rien. Bon, ça c'est vrai, mais malheureusement, je me suis aperçu en sortant d'un village que nous avions traversé et qui était affreusement bombardé, que effectivement, quand ça sifflait pas, c'était très dangereux. Et d'un seul coup, nous avons pris un obus allié qui nous est tombé à quelques mètres derrière nous, et nous avons été tous les 3 à mort de la poussière, plus exactement 2, car l'un a été tué net et l'autre était bien blessé, moi un petit peu également. Ensuite, j'ai été emmené à l'hôpital de Clèves, d'où je me suis échappé. Et là, j'ai vu que véritablement au sol, c'était terrible. Vous avez conservé de votre captivité un document, je crois, que nous allons montrer aux téléspectateurs, car oui. Il est assez rare. C'est un document rare, effectivement. Et ce document, ce n'est pas moi qui... Le voici. Le voici. Ce n'est pas moi qui l'ai... Oui, j'ai très mauvaise mine, là. J'étais très fatigué, d'abord parce que j'avais eu très peur, et puis j'avais subi, non pas de mauvais traitements, mais des traitements excessivement durs à l'intérieur des lignes allemandes. J'avais été interrogé
en cellule solitaire pendant 18 jours consécutifs. Et comme j'étais avec ce pullover blanc, et je disais tout à l'heure, ce pullover a failli me jouer une mauvaise farce, et ce pantalon de flanelle, les Allemands qui m'interrogeaient ne savaient pas, puisque je m'étais échappé de l'hôpital de Clèves, j'avais été repris dans les lignes, et donc ensuite repris et interrogé dans ce centre d'interrogation à Francfort, que vous avez peut-être connu. Et les Allemands ne savaient pas du tout d'où je venais, et ils voulaient absolument savoir qui j'étais. Non, j'étais un pilote anglais, et je m'appelais Anthony Bolton. Anthony Bolton, c'est d'abord très difficile à prononcer. Alors j'ai été interrogé de nombreuses fois, et je suis tombé finalement sur un officier allemand, après être passé aux mains de civils, aux mains même de femmes qui m'ont interrogé, aux mains d'un officier allemand qui parlait l'anglais beaucoup mieux que moi, qui parlait l'anglais parfaitement bien. Il m'a dit, il a cru que vous étiez Anthony Bolton? Il m'a dit, vous n'êtes pas anglais. Vous n'êtes pas anglais. Alors, j'ai commencé à raconter des histoires, et là j'ai senti que j'étais perdu, et finalement, je vous passe les détails, j'étais interrogé par une Française, certainement, car elle parlait un français absolument impeccable, et je répondais en anglais en disant, c'est le français, je ne comprends pas très bien, alors interrogez-moi plutôt en anglais. Enfin là, j'étais vraiment perdu, et finalement, pour en terminer, je suis tombé sur un Allemand qui m'a dit, écoutez, on sait qui vous êtes, effectivement, vous n'êtes pas français, vous n'êtes pas polonais, vous n'êtes pas anglais, vous êtes un déserteur allemand. Vous êtes un déserteur allemand, vous vous appelez Hans Müller, je ne sais quoi, et votre cas est mauvais, on sait qui vous êtes, vous savez ce que l'on fait à un déserteur allemand, qui soit d'ailleurs allemand ou je suppose que dans votre pays ça se passe comme ça, bien un déserteur allemand, le fusil. Alors là, à ce moment-là, je me suis dit non, je veux quand même pas finir dans la peau trouée d'un déserteur allemand. Je suis quand même reparti dans ma cellule en me disant non, je m'appelle Anthony Bolton. Et puis le lendemain matin, à l'aube, on m'a sorti de ma cellule, j'étais à peine entré dans le centre d'interrogation, j'ai dit je m'appelle Henri Maté, je suis de Besançon, etc. Je suis de l'escadrille Alsace, mon commandant, c'est le commandant Andrieux, c'est à cause de lui que je me suis fait descendre, etc. Voilà. J'ai été emmené jusqu'à Breslau. Merci beaucoup pour ce récit. Guy Darbois, une rafale de questions, comme diraient les chasseurs ici réunis, car il nous reste très peu de temps. Ah, mais il y en a beaucoup, beaucoup encore, Joseph Pasteur. Prenons-en une. Par exemple, la plus grande partie de nos invités ont dit qu'ils avaient été abattus. Oui. Qu'ont-ils ressenti lorsqu'ils ont été touchés et que leur avion a commencé à descendre? Qu'ont-ils fait? Que s'est-il passé à ce moment-là? Eh bien, le colonel Townsend va vous répondre. Je crois qu'il a été abattu 2 fois. Vous me trouvez le grand spécialiste. Mais ce qui est assez bizarre chez les pilotes de chasse, je crois qu'ils sont généralement beaucoup plus fiers d'être abattus que d'abattre, ou bien d'avoir abattu. On entend toujours les gens, quand ils entament une conversation sur la chasse et sur les combats, ils commencent en disant « j'ai été abattu 2 fois ou 3 fois ». Alors, nous parlions tout à l'heure, n'est-ce pas, de la paire. Et ce que j'ai trouvé extraordinaire, toujours mon cas, excusez-moi de vous le rappeler, mais c'est un peu particulier parce que je n'ai pratiqué le combat aérien, la chasse, qu'au-dessus de l'Angleterre et surtout au-dessus de la mer. Les eaux côtières. Et alors, on avait peur de la mer, parce que la mer ne pardonne pas. Et la première fois, je suis tombé dans la mer. J'ai même trouvé le garçon qui m'a descendu. Alors, j'ai son histoire de son côté. Je dois dire que je crois que son appareil avait beaucoup plus de trous que le mien. Enfin, il a trouvé le bon endroit. Il y avait devant moi, dans l'habitacle, une explosion. J'ai senti tout de suite mes entrailles pour voir si tout était en place. À mon grand étonnement, j'étais indemne et j'étais beaucoup trop loin de la côte pour nager. Enfin, l'avion ne brûlait pas, mais le moteur était quasiment arrêté. Il n'y avait plus de puissance. Le moteur fumait également. Alors, il fallait sauter. J'ai été tenté de ditch, poser sur l'eau. Très tenté. Il était de très bonne heure, 6 heures du matin. Il faisait un très mauvais temps, mais la mer était très très calme.
Et j'étais très tenté. Mais finalement, je me suis dit non, tu vas te tuer parce que, à Mérir, nous avons trouvé. Les Allemands n'étaient pas toujours d'accord. Je crois qu'il y avait beaucoup de pilotes de Messerschmitt qui préféraient se poser dans la mer, sur la mer, mais nous autres pas. Alors j'ai décidé finalement de sauter et je ne trouvais absolument pas de bateau. À l'époque, nous n'avions pas de dinghy, n'est-ce pas? Nous n'avions que le parachute et ce qu'on appelait le Mae West, n'est-ce pas? Tout le monde connaît Mae West. Alors je crois qu'on a très bien baptisé notre gilet de sauvetage et nous l'appelions notre Mae West. Alors finalement, j'ai décidé de sauter. Et au dernier moment, presque, je cherchais un bateau et je voyais un petit chalutier en dessous de mon aile droite. Comme si quelqu'un l'avait posé là pour moi. J'ai sauté et puis je suis tombé dans l'eau. Ce n'est pas une expérience tellement agréable. Il faut se débarrasser très vite de son parachute. On descend dans les profondeurs et puis on grimpe petit à petit. Et puis ce qui était drôle, je nageais. Quand la petite embarcation arrive, je nageais dans l'autre sens pour aller récupérer mon parachute. Et le matelot dans l'embarcation, je l'ai entendu parler, il avait sa rame comme ça, et il allait me cogner sur la tête. Et je l'ai entendu dire, c'est un fichu allemand, quelque chose comme ça. Alors je lui ai répondu dans un langage qu'il a bien compris, mais non, je suis un fichu anglais. Enfin, j'ai dit quelque chose un peu plus fort que fichu. Mais ce qui était drôle, au moment où je me suis trouvé, disons, en face de la mort, parce que c'était ou la vie ou la mort, on ne peut pas trancher, je n'avais absolument peur du tout. Absolument pas peur. Merci beaucoup, messieurs. Il nous reste environ 10 minutes et des foules de questions à SVP. Alors, Guy Darbois, soyez gentil de faire un tri et de nous soumettre celles qui vous paraissent les plus urgentes. Eh bien, je vais faire de mon mieux. Après le sentiment des pilotes abattus, celui de ceux qui abattaient. En fait, quel sentiment ressentaient les pilotes de chasse lorsqu'ils avaient abattu un ennemi? Oui, je me permets de compléter la question par non pas un dicton, mais par une expression qu'on entend souvent prononcer à propos des pilotes de chasse, qu'ils soient anglais, français ou allemands. On dit, pour être un vrai chasseur, un bon chasseur, il faut avoir la mentalité d'un tueur. Est-ce que ça vous paraît vraisemblable? Non, alors là, je n'y crois pas. La sensation qu'on éprouve quand on a tiré un avion, je ne pense pas qu'il y en ait une. Je crois que, en fait, c'est une mission accomplie qui doit être faite, et puis un point, c'est tout. Je pense à la machine, mais heureusement, je crois qu'on ne pense pas à l'homme. Oui. Parce que je crois qu'il y a une solidarité. C'est une chose très curieuse qui est incompréhensible pour tous les autres types de combattants. Oui. Il y a toujours eu une certaine forme de solidarité professionnelle, assez curieuse d'ailleurs, entre les pilotes de chasse. Car finalement, c'est vrai. C'est fini d'ailleurs, je crois, parce que c'est une période, l'aviation de chasse aura vécu 14-18, 39-45, puis bon, bah, très bien. Et vraiment, on pense à la machine, mais pas à l'homme. Heureusement, je répète. C'est même probablement un certain soulagement quand on voit le parachute de l'adversaire s'ouvrir. Oui, certainement. Je me souviens une fois, à l'école de tir de Quatre-Fosses, on montrait le film d'un pilote d'une nationalité que je ne mentionnerai pas, et tout d'un coup, on voyait le Messerschmitt 109 qui descendait et le pilote qui sautait. Et le pilote continuait à tirer. C'est une école de tir où on examinait tous les films de combat pour les homologations. Et je me souviens d'indignation vraiment de toute la salle. Le d'indignation de toute la salle. Est-ce que vous partagez l'avis de Pierre Klostermann et du général Andrieux sur ce qui vient d'être dit? Oui, absolument. Tout d'abord, on voit dans l'avion ennemi l'arme, n'est-ce pas? La machine, et non pas l'homme. Et c'est la question qui se pose dans chaque combat aérien, c'est lui ou c'est moi? Bien entendu, après une victoire, il y a un sentiment de contentement,
un sentiment de jubilation, enfin une sensation de supériorité. Mais cette sensation de supériorité ne s'étend pas, ne porte pas sur le pilote ennemi. Je voudrais dire que un avion sur qui l'on tire, que ce soit un chasseur ou un bombardier, où l'on voit l'équipage quitter l'avion, eh bien, cela n'est pas seulement une meilleure preuve de coup porté au but, parce qu'à ce moment-là, l'avion n'a plus de pilote, n'a plus d'équipage, mais ceci provoquait chez moi et chez la plupart des pilotes de chasse, je crois, un sentiment de satisfaction plus grand. Et je n'aurais jamais eu l'idée de poursuivre le combat contre les pilotes sans défense ou contre l'équipage sans défense. Nous avons toujours refusé avec succès de tels procédés. Oui, écoutez, vous savez qu'à un moment donné, vous savez, la guerre est une chose atroce. On raconte toujours des tas d'histoires, il y a des services de propagande qui racontent des histoires. Je dois dire une chose, je n'ai jamais vu, ni d'un côté ni de l'autre, à cette exception près, l'histoire de quelqu'un vraiment tirant sur un parachute. Il y a eu des légendes à un certain moment, mais jamais. Et je peux dire une chose, quand j'étais abattu le 20 avril, je me suis posé avec mon avion, j'ai vu arriver sur moi l'avion allemand après que je me sois posé, je me suis dit, bah, c'est pas possible, il va pas tirer, j'avais très peur, et il est passé, il a battu des ailes, il est reparti. Il a battu des ailes, c'est-à-dire il a dit bon, il a salué, il est parti. Guy Darbois, nous vous écoutons pour la suite des questions. Une question à deux volets, disons, dont le premier s'adresse au général Galland. Avez-vous été l'adversaire en combat de l'un de vos interlocuteurs de ce soir? Et la question plus générale est celle-ci. Est-ce que les pilotes en combat savaient quelquefois qui était en face d'eux? Je peux répondre à la première question en disant que sans aucun doute, nous avons lutté les uns contre les autres sans le savoir, sans l'avoir su à l'époque. On pourrait aujourd'hui essayer de reconstituer les cas et sans aucun doute on trouverait la preuve de ce que j'avance. La seconde question, nous savions exactement ce qui se passait du côté anglais, du côté allié, et ceci par notre service d'écoute. Le service d'écoute radio nous a fourni des informations par lesquelles nous savions à quel moment un chef d'escadrille était en congé, quand un pilote était malade, quand des pilotes passaient d'une unité à une autre unité. Nous avons également appris quels étaient les chefs des formations et ces résultats de services d'écoute radio ont été ensuite comparés avec les interrogatoires des pilotes abattus. L'exploitation nous était communiquée également. Nous avions cependant pu avoir une exploitation immédiate des services de renseignement et souvent on nous communiquait encore ces renseignements par radio lorsque nous étions en l'air. En ce qui concerne le côté allié, si vous voulez, nous avions exactement les mêmes renseignements qui sont donnés ici par le général Galland. Nous connaissions le nom des pilotes en formation et c'était pratiquement indiqué sur les tableaux par les intelligence officers, si vous voulez. Nous connaissions toutes les particularités des groupes allemands. Quand il y avait un déplacement, nous les connaissions. Quand ils partaient en permission, nous le savions. Nous avions des indications extrêmement précises sur les déplacements de ces gars. C'était tellement précieux de connaître l'ambiance dans laquelle ils vivaient, et c'était réciproque d'ailleurs, que quand même tout ça, ça avait beaucoup d'importance pour le moral du moment, n'est-ce pas? Je vais maintenant prier Guy Darbois de vouloir bien nous excuser auprès des téléspectateurs, car nous ne pouvons plus répondre à vos questions faute de temps. Mais j'ai tout de même une dernière question à vous poser en reprenant un propos de Pierre Klostermann de tout à l'heure. Vous avez dit, je crois, il existe entre chasseurs une solidarité qui n'existe dans aucun autre arme au monde. Et effectivement, depuis que je vous vois tous réunis, et avant même que nous venions dans ce salon,
j'ai constaté que le général Galland et vous-même, bien qu'ayant été ennemis et adversaires, vous appartenez peut-être à une même race, qu'il y a entre vous une espèce de franc-maçonnerie, et en tout cas très certainement une estime réciproque. Est-ce que c'est ça? Je crois que c'est parfaitement exact. Il est très difficile de comprendre cela. Je crois que ça a un aspect, je dirais, professionnel. Et puis ensuite, c'est finalement la dernière forme de guerre qui était propre, la guerre de l'aviation et des chasseurs en particulier. Les chasseurs se montaient peut-être leur petit cinéma entre eux, c'est bien connu, tout le monde sait, connaît le proverbe, la modestie des chasseurs n'a d'égal que la haute opinion qu'ils ont d'eux-mêmes, quelle que soit leur nationalité. Mais enfin, je crois que cela a été vrai. Je crois que cela a été vrai. Et toutes les rencontres qu'il y a pu y avoir après la guerre et tout cela, aussi bien aux États-Unis qu'au Japon, partout le prouve. J'ai lu aussi dans un magazine britannique qui a été publié l'an dernier à l'occasion du cinquantenaire de la RAF, une phrase lapidaire, vous me direz ce que vous en pensez. Les bombardiers étaient des gens sérieux, les chasseurs étaient des playboys. Est-ce que vous avez conscience d'avoir été des playboys, messieurs? Absolument pas. Pas du tout. Non. Ouais, nous étions très gais. Nous avions l'esprit très gai. On rigolait beaucoup. Mais tout de même, je crois, sur le chantier, on travaillait bien et très sérieusement. Monsieur Maté, vous n'avez pas conscience d'avoir été un playboy? Nous étions des gens sérieux, mais nous ne voulions pas nous prendre au sérieux et nous faisions preuve d'un certain non-conformisme et d'un certain individualisme. Je crois que c'est ça surtout qui nous caractérisait. Mais je crois que nous étions des gens sérieux quand même. Oui, moi j'ai connu un peu l'ambiance des deux dans un des groupes, enfin Alsace et Lorraine, chasseurs et bombardiers. Je crois, enfin ce que je voudrais dire peut-être en terminant, ou enfin avant que vous ne terminiez, c'est que les Français qui étaient dans ces groupes, à travers tous leurs défauts, toute leur exubérance éventuelle, etc., ils faisaient la guerre très sérieusement. Ils étaient venus pour ça, essentiellement pour ça. C'était des volontaires et il n'y avait pas de différence notable d'ambiance. Tous voulaient voler, voulaient combattre. Et la seule difficulté de commandement, c'était qu'il n'y avait pas toujours assez de place pour tout le monde lorsque l'on faisait les ordres de mission. Eh bien, messieurs, en vous remerciant tous d'avoir bien voulu venir ce soir à notre rendez-vous, je vais vous demander, je pense que vous serez d'accord, d'avoir une pensée pour les 3 Américains qui sont là-haut, comme vous savez, et qui auraient pu être des vôtres s'ils avaient eu votre âge à cette époque-là. Merci, messieurs, et à un prochain dossier de l'écran. Chers téléspectateurs, bonsoir. Le Grand Cirque. Ça s'est passé comme ça, votre rencontre avec Maté Klosterman? Eh bien, à vrai dire, je crois qu'il vaut mieux lui demander quelle fut la triste vérité de notre première rencontre. Oui, effectivement, ça ne s'est pas passé tout à fait comme ça. Après quelques jours, à mon arrivée à l'escadrille, le commandant était le commandant Mouchotte, et un jour, il a demandé, quelques jours après mon arrivée, à Klosterman de me prendre en double, comme c'était l'habitude, pour voir un petit peu de quoi était capable un nouveau pilote. Alors, Klosterman me dit, bon, allez Maté, viens, on va faire du vol de formation. Alors, nous montons dans nos avions, nous décollons, et immédiatement, vol de formation. Alors, Klosterman me dit, plus près, Maté, plus près, closer, closer. Vous savez, bon, alors, moi, je m'amène plus près et nous faisons du vol de formation pendant un certain temps. Mon Dieu, ça n'allait pas trop mal. Et à un moment donné, Klosterman me dit, Maté, dogfight. Alors le dogfight, c'était le combat singulier, et je vois mon Klosterman partir d'un seul coup dans une grande chandelle. Je m'efforce de le suivre avec pas mal de difficultés. Il était relativement
nouveau, mais c'était déjà à l'époque un bon pilote, un bon manœuvrier. Et ma foi, je m'efforce de suivre mon Klostermann aussi bien que je le peux. Et à ce moment-là, Klostermann décroche et c'était plutôt lui qui était en train de me suivre, ce qui était évidemment très mauvais. Alors il me crie, attention Mathé, je vais te descendre. Alors moi, toujours à la radio, je dis mon vieux, pas question. Et je file, je descends. On fait une sarabande extraordinaire. Et à un moment donné, quelques nuages, un groupe de nuages, ils passent d'un côté, moi je passe de l'autre. Et d'un seul coup, je vois mon Klostermann sortir du nuage et je le chope par derrière. Et en ligne, j'avais donc mon Klostermann dans le collimateur à ma merci. C'est évidemment, j'étais assez satisfait. Qu'est-ce que vous lui avez dit à ce moment-là pour Mais alors, Klostermann n'avait rien vu du tout, il faut le dire. Enfin, j'avais rien vu, non, je te cherchais partout. J'avais rien vu, et Mathé, rejoins-moi, à nouveau vol de formation. Je disais rien, Mathé, vol de formation. Alors à un moment donné, je lui dis, comme dans le film que vous venez de voir, oui. Klostermann, t'es mort. La tête de Klostermann, il aurait fallu absolument. Il m'a fallu longtemps pour le digérer. Bon. Mais je ne sais pas si tu te rappelles, quand nous sommes rentrés vers le dispersal, tous les deux, et que Mouchotte était là, Mouchotte t'interroge, il dit alors Klostermann, ce nouveau, ça va? Oui, mon commandant, oui, je crois que ça pourra aller, il n'est pas trop mauvais. On en fera quelque chose. Je crois, messieurs, que ce qu'il faudrait souligner pour tous ceux qui nous suivent aujourd'hui, c'est que en 14-18, la guerre aérienne était une guerre individuelle, on lançait dans les airs des solitaires, mais déjà en 39-44, la guerre était devenue au moins l'affaire de deux, c'est-à-dire qu'on volait en formation, mais on ne se hasardait jamais seul dans les airs, un couvrant l'autre, non? Très certainement. Mais, voyez-vous, j'ai tenu à ce que mon ami Henri Mathé vienne ici, car c'était le symbole réellement de ceux qui, dans l'aviation, ont fait la guerre. Et ont gagné la guerre, car finalement, ce ne sont pas les cracks, les soi-disant cracks dont on a toujours parlé dans les journaux et dans la presse. Non, c'est la grande base, c'était les sergents pilotes qui ont gagné la guerre, qui ont continué à la faire pendant 50, 100, 150, 200, 300 missions, qui étaient les pines dorsales des escadrilles et sans lesquelles les soi-disant cracks n'auraient rien pu faire. D'ailleurs, je crois que toi qui as été une de ces victimes grâce auxquelles les cracks ont pu survivre, qu'est-ce que tu en penses? Oui, ça c'est un peu vrai. Quand on arrivait à l'escadrille, les nouveaux avaient la place la plus désagréable qui soit, c'est-à-dire le numéro 4. Quand nous allions en mission, nous partions par 12, par 3 escadrilles de 4, et les uns couvrant les autres, le numéro 2 couvrant le numéro 1, et le numéro 4 couvrant le numéro 3. Et personne ne couvrant le numéro 4. Et personne ne couvrant le numéro 4. Alors je me souviens, quand je suis arrivé à Biguinil, à l'époque où il y avait encore pas mal d'avions allemands et pas mal de bagarres, malheureusement, j'étais le numéro 4. Ce qui m'a valu de dire quelquefois, mais moi je suis plus chassé que chasseur. Car quand il y avait combat, j'avais donc pour mission de recevoir les coups. Protéger, de recevoir les coups, ce qui était fort désagréable. Enfin, je m'en suis tiré puisque je suis là aujourd'hui, mais c'est effectivement... Jusqu'au jour où tu en as reçu à Nitro et tu es parti à Arnhem. Je suis parti au tapis, oui. À Arnhem, oui. Bon, et il a été prisonnier. Je crois que cette guerre aérienne a été l'école de l'amitié que vous avez liée entre vous, des souvenirs qui ne se termineront jamais. Qui se termineront qu'avec nous-mêmes. Avec vous-même. Je crois à Klostermann.